On a quelque chose de commun tous, c'est cet ADN de la solidarité et de la générosité. Parce que les entrepreneurs ne sont pas que là pour aller gagner des profits. Une vie sans engagement est une vie fade. Qu'est-ce qu'on risque ? Obtenir du bonheur ? Le bien de tous est l'affaire de chacun. Vous écoutez Génération Bien Commun. Je suis Thomas Tixier et tous les 15 jours, je reçois un invité qui s'engage au service du bien commun. Ensemble, nous discutons de son parcours, de ce qui l'anime au quotidien et de ses actions concrètes en faveur de la société. Rejoignez-nous dans ce podcast pour découvrir des échanges sans tabou avec ceux qui osent s'engager. Bonjour chers amis et bienvenue sur ce nouvel épisode du podcast de la Nuit du Bien Commun. Aujourd'hui, nous allons découvrir l'histoire derrière le pitch de Laurent. Laurent, tu représentes l'association Les Papillons. Comment vas-tu ? Bonjour Thomas, je vais très très bien. Beaucoup de choses avec cette association, mais des choses tellement impactantes que je peux dire uniquement que je vais très très bien. Bon, je suis trop content qu'on arrive à se recroiser. Alors ce sera, chers amis, un épisode à distance, avec parfois les petits aléas du son que nous pouvons connaître. Mais on tenait avec Laurent à enregistrer cet épisode. On s'est rencontrés, Laurent, il y a un peu plus d'1 an maintenant, au grand oral de la Nuit du Bien Commun parisienne. Qu'est-ce qui t'avait poussé à candidater pour les Papillons à ce moment-là ? Eh ben, j'avoue que ce qui m'avait poussé, c'était parce que je trouvais cette idée très intéressante de pouvoir regrouper sur un même lieu des personnes qui avaient cette envie comme ça de pouvoir découvrir des associations et puis donner pour ces associations. Je trouvais que c'était intéressant de pouvoir mettre en avant comme ça et mettre à l'honneur des associations qui sont peut-être un petit peu moins connues, mais qui gagnent à être reconnues parce qu'elles font des choses très impactantes. Et c'est ça en fait qui m'avait poussé. Et puis aussi, il faut bien le dire, la possibilité d'avoir en très peu de temps une somme d'argent importante pour pouvoir continuer à réaliser nos projets. Donc c'est un peu toutes ces raisons qui m'ont fait candidater pour potentiellement participer à cette soirée incroyable. D'accord. Est-ce que tu peux nous présenter un peu les Papillons pour ceux qui connaissent pas avant qu'on rentre dans le vif du sujet ? Alors, l'association Les Papillons, c'est une association nationale de protection de l'enfance. Nous luttons pour permettre aux enfants de libérer leur parole de toutes les violences dont ils sont victimes. Et pour cela, on installe des boîtes aux lettres papillons dans les écoles via le temps périscolaire et dans le club de sport. Les enfants ont donc la possibilité comme ça de pouvoir nous écrire, puisque à côté de la boîte aux lettres, il y a un distributeur de mots avec des mots pré-remplis. Les enfants ont donc la possibilité de nous écrire et des personnes de confiance sont désignées par les municipalités qui conventionnent avec nous. Et les mots sont envoyés par mail, scannés et envoyés par mail à notre pôle d'analyse des courriers papillons qui est composé de nos psychologues qui sont salariés de l'association. Et ce sont nos psychologues qui analysent, traitent tous les mots qui arrivent tous les jours dans les boîtes aux lettres qui sont déployées dans toute la France. Et ce sont elles qui font soit des informations préoccupantes, soit des signalements au procureur pour les mots les plus graves, soit ce sont elles qui se retournent vers les structures où sont posées les boîtes aux lettres pour essayer de trouver des solutions en local. C'est souvent le cas notamment en cas de harcèlement scolaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'on fonctionne. Aujourd'hui, on est à un peu plus de 250 boîtes aux lettres qui sont déployées sur tout le territoire, dans un peu plus d'une centaine de villes, et on commence maintenant à toucher, à intéresser les villes de plus en plus grandes. On est en train de voir comment on va se déployer à Strasbourg, on est en discussion avec la ville de Paris, et puis il y a des communautés de communes partout en France qui nous demandent d'installer pour la rentrée prochaine 10, 20, 36 boîtes aux lettres, comme ça va être le cas du côté de Sens. Donc, on commence vraiment à bien s'impliquer dans les territoires, bien être reconnu. Comment on peut te contacter là, si en se disant tout de suite, Pétard, je veux installer une boîte aux lettres papillon chez moi Très simple, il y a notre site internet sur lequel il y a toutes les réponses, toutes les explications. C'est www.associationlespapillons.org. Et puis là, il y aura toutes les explications pour comment nous contacter. Et puis sinon, on nous envoie un mail à l'adresse mail contact@associationlespapillons.org. Et là, on nous explique directement ce qu'on veut, si on peut avoir des explications. Et nous, on a une salariée, Amandine, qui est en charge des relations avec les partenaires et qui ensuite recontacte toutes les municipalités qui tous les jours nous demandent des renseignements, des explications pour justement voir avec ces municipalités comment avancer avec nous, comment on peut se caler aux spécificités de leur territoire. C'est la grande force aussi de l'association, c'est qu'on a un process
mais on essaye aussi de s'adapter à la spécificité et des territoires et des clubs de sport qui nous sollicitent, parce qu'on est aussi conventionné par le ministère des Sports et donc on signe des conventions avec des fédérations françaises sportives. Et chaque club a ses spécificités en termes de jours d'entraînement, en termes d'adhérents, etc. Et on essaye de répondre, de se caler au plus près de la réalité des structures qui nous sollicitent. Ouais, d'accord. Et là, avec les JO, tu sens que pour vous, ça peut être un peu un appel d'air pour vous installer dans les clubs sportifs? C'est une opportunité? Ben, pour nous, ça fait déjà quelques temps maintenant que les JO sont en cours de préparation sur ces questions-là. Ça fait maintenant 4 ans que il y a la volonté du ministère des Sports, donc une Olympiade, hein, la volonté du ministère des Sports de mettre en place des outils de libération de la parole dans les clubs. Et ce qui fait que ça fait 4 ans que le ministère a lancé des partenariats avec des associations, et ça fait donc 4 ans que l'association Les Papillons, qui pourtant n'existe que depuis 5 ans, ça fait 4 ans que l'association Les Papillons est impliquée aux côtés du monde du sport. Et je dirais que l'approche des Jeux Olympiques change pas forcément la donne. On n'a pas plus de demandes de clubs de sport maintenant que avant. Par contre, il est possible peut-être qu'on en ait plus après les Jeux Olympiques, parce que je pense que beaucoup de jeunes vont découvrir des sports qu'ils connaissent pas grâce aux Jeux Olympiques. Beaucoup de jeunes, il suffit que, comme lors des derniers Jeux Olympiques qui étaient loin, à Tokyo, mais tous les sports collectifs français ont été médailles d'or, ou presque. Donc, il suffit que ça se passe à nouveau cette année pour que ça fasse des appels d'air, pour les clubs, et que les clubs, du coup, aient envie d'apporter des réponses à ces jeunes qui se présenteraient en masse dans leur structure. Donc, je pense que c'est plutôt après les Jeux Olympiques que ça va faire un appel. Là, nous, on continue vraiment notre déploiement, je dirais, de façon classique avec les clubs, avec les municipalités. Ouais, alors on est rentré à fond, j'allais dire, dans le fond du sujet, parce que je sais que ton asso, elle est aussi bien connue et il y a un besoin de financement. Mais si je remonte un peu l'histoire, ce qui fait qu'il y a 5 ans, tu as eu aussi vite cette légitimité, c'est parce que derrière l'histoire des papillons, il y a aussi ton parcours de vie. Comment tu as pu, au-delà de l'énergie de toi, d'avoir traversé tout ça, d'en être ressorti fortifié, si tu m'autorises le terme, tu as eu cette énergie supplémentaire de dire, voilà, maintenant il faut que je me retourne vers aussi les enfants qui peuvent souffrir de ça aujourd'hui et que je crée des moyens d'aide. Elle était venue d'où cette énergie? Bah justement, parce qu'il était hors de question que les enfants traversent les mêmes déserts que moi j'ai traversé. Moi, j'ai été victime de violences sexuelles de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 9 ans. Et ma vie a ensuite été un désert jusqu'à ce que je libère ma parole, c'est-à-dire jusqu'à l'âge de 37 ans. Ça a été un désert intérieur, parce que de façade et à la surface, tout paraissait normal, puisque quand on est victime et qu'on ne libère pas sa parole quand on est victime, après le but c'est de faire en sorte qu'on ne pose pas de questions parce qu'on n'a pas les réponses ou qu'on n'a pas envie de donner les réponses. Donc on est dans un monde où on fait comme si tout allait bien, on enfile des masques, et c'est justement d'ailleurs extrêmement compliqué à vivre, cette façade, cette image qu'on essaye de renvoyer aux autres, alors qu'à l'intérieur, c'est une bataille en permanence, une bataille contre nous, une bataille contre les autres, une bataille à toujours vouloir être à deux doigts de dire, et puis finalement de se raviser en disant non, on va pas me croire, ou qu'est-ce qui va se passer si je libère ma parole. Donc c'est une bataille en permanence, et c'est en ce sens que je dis que c'est un désert, parce qu'on est seul pendant toutes ces années de silence, de honte, de culpabilité. Et quand j'ai pu moi libérer ma parole, quand j'ai pu écrire mon témoignage, qu'il a été publié dans une grande maison d'édition, que j'ai commencé à faire des plateaux et que des gens se sont tournés vers moi parce qu'ils attendaient et voulaient des réponses et des aides, c'est tout naturellement que je me suis dit, ce désert que j'ai traversé moi, il est pas question que les enfants qui sont victimes aujourd'hui le traversent aussi, et il faut tout faire pour que les enfants n'attendent pas de devenir des adultes cabossés pour pouvoir libérer leur parole. Donc il faut vraiment tout mettre en œuvre pour leur permettre de libérer leur parole le plus vite possible, et c'est pour ça qu'est née l'association Les Papillons, c'est pour ça que sont nées les boîtes aux lettres papillons, c'est offrir un outil aux enfants pour qu'ils puissent libérer leur parole le plus vite possible, pour qu'on puisse les accompagner, les aider à se reconstruire le mieux possible et devenir des adultes bancals, certes, mais un peu moins cabossés que s'ils n'avaient pas libéré leur parole. Et comment toi, ça a été quoi le déclic justement pour passer, comme tu dis, de l'adulte bancal au un peu moins cabossé? Ça a été quoi le révélateur qui t'a permis de libérer cette parole? En fait, quand on est victime,
on a une propension naturelle à se taire et puis aussi à se dire qu'on n'a pas droit au bonheur. Et puis parce que aller vers le bonheur, c'est aussi remettre en cause tout ce sur quoi on a grandi, ce sur quoi on s'est construit mal, cette douleur qui est en nous, cette souffrance. Et finalement, le bonheur, quelque part, ça fait un peu peur et on a l'impression qu'on va pas y avoir droit. Et moi, alors que j'étais dans ma vie, que j'étais marié, que j'avais des enfants, sans raison, j'étais en train de tout quitter, de tout arrêter, de tout envoyer voler, valser, parce que je pensais pas y avoir droit. Et c'est en fait une sorte de révolte de me dire non, c'est pas possible, ce n'est plus possible. Mon agresseur, mon frère, ne peut pas vivre sa vie comme si de rien n'était, et c'est pas moi qui vais systématiquement à chaque fois briser ce que je suis en train de construire sous prétexte que j'ai été victime et que je n'aurais pas droit à ce bonheur-là. Donc c'est vraiment regarder mon épouse, regarder mes enfants et me dire non, c'est pas possible. Une colère en fait, une révolte contre moi, contre mon frère à distance, contre cette vie dont je voulais plus. Moi aussi, je voulais avoir droit à la part du gâteau, à avoir droit à ce bonheur. Et puis moi aussi, je voulais ne plus baisser la tête. Donc c'est une révolte en fait. Mais c'est pas facile parce que je pense que toutes les victimes, à un moment ou à un autre, se révoltent. Après, il faut être accompagné de la bonne personne. Il faut avoir la certitude que cette personne-là qui nous accompagne va être bien la personne qui va nous aider, nous comprendre, nous supporter dans le sens être notre béquille. C'est pas facile. C'est pas facile. Et puis, il faut bien le dire aussi, franchir le pas de libérer sa parole, c'est extrêmement difficile. C'est facile aujourd'hui quand on voit toutes ces victimes qui libèrent la parole, connues ou pas connues. C'est facile de les juger et de se dire oh là là, mais pourquoi elle a attendu 10 ans, 20 ans, 30 ans? Oh, mais c'est sûrement parce qu'elle a une actualité, etc. Non, c'est juste parce que libérer sa parole quand on a vécu 30 ans dans le silence, c'est comme sauter dans le vide sans parachute et d'être certain que on va s'écraser, qu'il y aura pas de main pour nous aider et ralentir notre chute. Donc c'est un saut dans le vide. Ouais, et ça, c'est impressionnant que tu aies eu cette audace. Moi, vu de l'extérieur, qui n'ai pas vécu ça, pour moi, il y a vraiment une part d'audace. Et effectivement, comme tu dis, des bonnes personnes qui t'ont accompagné au bon moment. Qu'est-ce qu'on peut faire, nous, aujourd'hui, en tant qu'adultes, qui accompagnons des enfants, qui avons des enfants, pour justement leur permettre d'avoir les conditions de liberté de cette parole? Déjà, il faut les croire. Les enfants, moi, j'ai envoyé des signaux. Il faut être à leur écoute. Il faut être attentif à son enfant. Il faut s'interroger quand notre enfant change ses habitudes. Quand il faut savoir se poser des questions et surtout, il ne faut pas avoir peur des réponses. Mais surtout, il faut croire ces enfants, les enfants quand ils disent quelque chose. On est dans un monde où malheureusement les enfants ne sont pas pris au sérieux, ne sont pas écoutés, ne sont pas crus, ne sont pas considérés comme des personnes à part entière. Donc c'est vraiment quand on a des enfants, c'est vraiment ce que je conseille, c'est d'être à l'écoute de nos enfants, de pas être trop intrusif, de pas être trop alarmiste, mais être à l'écoute, les regarder vivre et surtout parce qu'on les regarde vivre, bien apprendre à les connaître et comprendre quand quelque chose ne va pas. Mais pas forcément insister tout le temps, les contraindre justement à être sur leur dos, à leur dire il y a quelque chose qui va pas, je le sens bien, quelque chose qui va pas, non, juste leur faire les assurer de notre écoute quand ils voudront nous dire quelque chose qui les embête ou qui les surcharge, mais sans encore une fois les forcer à parler. Parce qu'un enfant qui est victime, c'est déjà un enfant qui est contraint à quelque chose. Et c'est pas sous la contrainte que cet enfant va libérer sa parole. C'est justement parce qu'il va sentir la confiance en face de soi et qu'il va sentir l'écoute en face de soi. Parce que c'est ça qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est victime, on est sous la contrainte. On est obligé de faire quelque chose qu'on n'a pas envie de faire. Et ben c'est pareil quand un adulte ressent que l'enfant va pas bien, sans le faire exprès. Forcément, on va être là à dire je vois bien quelque chose qui va pas. Pourquoi tu veux pas me le dire? Pourquoi? Et à nouveau, on va fermer l'enfant parce qu'il va vivre ça à nouveau comme une contrainte et il va se dire toujours les adultes me forcent à faire quelque chose que j'ai pas envie de faire. Et l'enfant finira toujours par libérer sa parole quand il sentira cette confiance ou par envoyer des signaux qui devront permettre à l'adulte qui est en face à l'écoute et à sa hauteur de comprendre que quelque chose qui va pas. Mais encore une fois, ça nécessite de faire quelque chose que les adultes ont beaucoup de mal à faire, se mettre à la hauteur des enfants, les écouter, les regarder et les croire. Je suis toujours impressionné de
de cet élément, effectivement, parce que t'es pas le premier à m'en parler. On le voit, tu vois, on a accompagné une autre association Juristes pour l'enfance, là, à Lyon, et systématiquement, c'est le même mot qui revient. Je vais dire même mot MAUX et même mot MOT. Est-ce que l'on croit ce que nous racontent les enfants? Tu vois que les sociétés, elles évoluent ou pas, toi, là-dessus, depuis 5 ans? Ah non, la société, elle évolue pas. On continue à ne pas croire les enfants. Moi, j'ai eu la chance d'être aux côtés du juge Édouard Durand pendant 3 ans, puisque j'ai fait partie de la Civise à ses côtés. C'est le grand leitmotiv du juge Durand. Et sa phrase, je ne peux que la reprendre comme un principe de précaution. Il faut croire les enfants. Mais non, malheureusement, on est dans une société où on ne croit pas les enfants pour la bonne et simple raison qu'on est dans une société qui ne considère pas les enfants. Je veux dire, on est dans une société où aujourd'hui, en 2024, un juge de la cour d'appel de Metz a été capable de relaxer un père qui avait fait des violences sur ses enfants, des gifles, des coups, des tentatives de strangulation, parce que les enfants avaient fait des bêtises. Et ben, ce juge, il l'a relaxé de la cour d'appel sous prétexte qu'il a considéré que finalement, on avait un droit de correction et que voilà, les enfants, ils subissaient pas un si fort préjudice que ça, et les parents avaient un droit de correction, et que le juge avait aussi le droit, du coup, de ne pas considérer que c'était une violence. Un homme qui ferait la même chose sur une femme, on se poserait même pas la question, et le juge jamais le relaxerait. Un patron qui le ferait sur un salarié, un maître qui le ferait sur son chien, on se poserait pas la question. Et c'est quand même malheureux qu'en France, quand ça touche les enfants, non seulement on pose la question, mais que finalement on trouve toujours une raison de justifier, d'excuser des violences qui sont commises contre les enfants. Donc on ne peut pas croire les enfants tant qu'on les considérera pas comme ce qu'ils sont, c'est-à-dire des personnes à part entière. Est-ce que pour la France, pour le pays dans lequel on vit l'un et l'autre, tu penses que ça doit passer par une loi sur ces sujets-là pour que les gens réalisent à quel point aujourd'hui c'est important de croire les enfants? Non, je pense pas. Je pense pas qu'ils doivent passer par une loi. Je veux dire, on n'est pas obligé de faire une loi pour dire qu'il faut croire quelqu'un. Enfin, moi, quand quelqu'un me dit quelque chose, j'ai pas besoin d'avoir une loi pour me dire est-ce que je dois le croire ou pas. Les enfants, quand on connaît, quand on travaille dans ce milieu-là, on sait que jusqu'à un certain âge, ils n'ont pas cette duplicité du mensonge. Quand ils mentent, c'est pour avoir des bonbons, etc. C'est pas pour dire que leur père les a agressés sexuellement. C'est pas ça leur mensonge aux enfants. Donc après, le mensonge, il arrive plutôt, il se construit sur l'âge de 9-10 ans, etc. Avant, les enfants, ils n'ont pas cette notion-là. Les mensonges, comme je te dis, c'est pour avoir des choses, des petites choses, mais c'est pas pour des choses si graves. Donc non, je pense pas qu'il faille des lois. Les lois, en plus, elles existent. L'interdiction, l'éducation sans violence fait maintenant partie du Code civil depuis 2019. On le sait tous, ça. Mais on est dans une société où les enfants sont une entité complètement négligeable, dont on a l'impression qu'ils sont une propriété immuable à vie des parents, qui peuvent en disposer comme ils veulent, parce que justement, les enfants ne font pas de hashtag, les enfants ne manifestent pas, les enfants ne se rebellent pas. Donc, mais voilà, non, je pense pas qu'il faille des lois, il faut juste des prises de conscience. Il faut ce que Adrien Taquet, que j'ai eu l'occasion de rencontrer souvent, a lancé lorsqu'il était secrétaire d'État, c'est ces 1000 premiers jours de la grossesse jusqu'à ce que l'enfant naisse et son accompagnement. Il faut éduquer les parents parce que c'est pas inné d'être parent. Et je crois qu'il est important d'accompagner les parents dans leur rôle. L'apprentissage de la parentalité, c'est quelque chose qu'on fait pas suffisamment en France. Et je crois que c'est important de le faire. Il y a des parents qui sont en grande détresse morale, financière, etc. Et c'est compliqué pour eux d'être parents. Et quand on n'a plus la patience, parce qu'on est dans une situation compliquée, forcément, les coups peuvent partir sans peut-être même le vouloir, mais parce que c'est comme un réflexe, parce qu'on est fatigué, parce que il y a toute une éducation à la parentalité qui doit être faite. Mais ça doit pas passer par des lois. Je crois que c'est vraiment une question plus profonde de société. Les sociétés du Nord ne se posent pas ces questions. L'enfant est placé au cœur de tout. Dans les pays nordiques, en Suède, en Finlande, en Norvège, on aurait... Et d'ailleurs, Gabriel Attal s'est tourné beaucoup vers ces cours d'empathie qu'il y a dans les pays nordiques, justement, et on aurait beaucoup à gagner à faire cette empathie, cette éducation à la parentalité. Je crois qu'on aurait beaucoup à gagner à replacer l'enfant au cœur de tout, puisque c'est quand même l'avenir, l'enfance. Et si on ne sacralise pas ce temps-là,
il faut pas s'étonner après si la société dérive. Ouais, mais je te rejoins. Je trouve que quand tu prends un peu de hauteur aujourd'hui, il y a des formations qui existent à peu près sur tout. Je pense que tu trouves des tutos YouTube sur à peu près tout, des applis sur tout, de plus en plus d'applis sur le bien-être des couples, après des années à avoir des applis sur le bien-être personnel. Et j'espère que bientôt on verra fleurir ces formations à la parentalité, parce qu'aujourd'hui, tu peux être préparé à tout, sauf à peu près être parent, et c'est à peu près le seul truc que tu peux faire de ta vie sans avoir la moindre compétence ou autorisation. Et tu te retrouves à gérer des mini-toits dans un quotidien qui vont venir t'ébranler aussi parfois sur tes certitudes. Je trouve qu'il n'y a rien de plus challengeant que des enfants au quotidien qui viennent toujours appuyer sur ce qui peuvent être tes points de faiblesse parce qu'ils te connaissent par cœur, parce qu'ils te côtoient, et en même temps que tu aimes profondément. Mais mon Dieu, combien d'adultes sont construits aujourd'hui par rapport aux blessures de leurs parents? Et sans aller dans des trucs si trash, quoi. Bien sûr, et combien d'adultes aussi sont construits sur leurs propres blessures d'enfance. Et c'est parfois compliqué d'être parent quand on a ces blessures qui sont si lourdes, qui sont des failles. Parfois, on a peur d'être parent, et puis parfois, on fait des mauvaises choses parce que justement, on n'a pas eu d'autres exemples que ce qu'on a vécu dans l'enfance. Et c'est pour ça que cette éducation à la parentalité, elle serait importante. Comment aujourd'hui, toi, t'accompagnes les éducateurs qui mettent en place des boîtes aux lettres? Est-ce que vous allez au-delà, justement, dans cet accompagnement un peu à la pédagogie, à l'écoute de la parole? Ou est-ce qu'en fait, les gens qui vous appellent, c'est déjà des gens qui sont très sensibilisés? Non, alors les gens qui nous appellent, la plupart du temps, c'est des municipalités qui sont pas du tout sensibilisées, qui ont la volonté de donner des outils aux enfants de leur territoire, mais qui sont pas du tout formés. Ben, nous déjà, de toute façon, quand une municipalité se rapproche de nous et conventionne avec nous, elle doit identifier ce qu'on appelle nous une personne ressource, c'est-à-dire c'est la personne qui va aller expliquer le dispositif aux enfants. Mais cette personne, nous, on va la former à savoir expliquer le dispositif aux enfants sur la base d'un diaporama vidéo qu'on va lui remettre à l'issue de cette formation, mais on va aussi la former à la détection des signaux de maltraitance et au recueil de la parole. C'est donc une plus-value pour la municipalité d'avoir, selon le nombre de boîtes aux lettres déployées, une ou plusieurs personnes qui sont formées à la détection des signaux de maltraitance et au recueil de la parole. Parce que souvent, lorsqu'on présente le dispositif des boîtes aux lettres papillons aux enfants, ces temps de sensibilisation ouvrent la parole. Et il y a des enfants qui, à la fin de la sensibilisation, ont besoin, envie de dire ce qu'ils ont vécu. Et il est important que la personne qui est là pour leur expliquer le dispositif sache comment agir, comment réagir, ce qu'elles peuvent dire ou ne pas dire, parce que parfois on dit des choses en croyant bien dire, mais on dit mal et on ferme finalement la libération de la parole. Donc nous, on les accompagne déjà dans un premier temps comme ça, en permettant une formation des personnes qui vont expliquer des dispositifs aux enfants. Et puis après, nos psychologues sont aussi à la disposition des structures qui conventionnent avec nous, des municipalités qui conventionnent avec nous. Le but, c'est pas de mettre des boîtes aux lettres pour aligner les bâtons et ne pas les suivre après. Non, très régulièrement, notamment sur les situations graves, on est là aussi pour accompagner les structures. Parfois parce que c'est compliqué, les structures, les personnes qui récupèrent les courriers, elles lisent les mots. Et pour elles, c'est difficile. Parfois, certains mots sont très durs, très violents. Donc, elles ont besoin d'un accompagnement de nos psychologues. Et puis, elles ont besoin aussi, notamment, je pense à des situations où on a des mots de harcèlement scolaire, où les enfants parlent d'envie de suicide, etc. Donc là, elles ont besoin très rapidement d'avoir des réponses, quels ateliers mettre en place. Et ça, c'est aussi le rôle de nos psychologues salariés d'association, de les accompagner. Et c'est l'importance pour moi d'avoir fait changer la nuit du bien commun, parce que la nuit du bien commun, elle m'a tout simplement permis de pouvoir embaucher une autre psychologue et de pouvoir répondre encore de façon plus forte et plus suivie, de répondre aux structures qui nous contactent et avec lesquelles on conventionne. Donc on met des boîtes aux lettres, mais nous on est que des facteurs, mais pour autant on accompagne les structures et parfois même les enfants, les parents qui le souhaitent en téléconsultation, puisque nous on a notre siège social à Perpignan, mais on accompagne aussi certains enfants ou certains parents qui le souhaitent. Mais voilà, non, le but c'est pas que de mettre des boîtes aux lettres, c'est vraiment d'accompagner les structures, de les former, et puis aussi on répond à notamment on fait la formation, on a formé plusieurs arrondissements de la ville de Paris, les personnels périscolaires, on les a formés à savoir mettre en place des ateliers pendant le temps périscolaire pour permettre aux enfants de reconnaître une situation pas normale et savoir dire non.
On a aussi participé à la formation des éducateurs sportifs de la ville de Lyon, puisque Lyon avait conditionné le versement de ses subventions aux associations sportives de sa ville. Il avait donc conditionné ça au fait que leurs éducateurs devaient être formés aux violences sexistes et sexuelles. Et donc, la mairie de Lyon a fait un appel d'offres et on est quelques associations à avoir été choisies pour former les éducateurs. Et nous, sur les 700 éducateurs de la ville de Lyon, l'association Les Papillons en a formé 140. Donc voilà, on est aussi là pour sensibiliser les éducateurs, leur donner des réponses, leur donner des clés pour savoir ce que c'est qu'une violence sexuelle, mais aussi pour savoir accompagner un enfant et pourquoi pas potentiellement devenir un adulte de confiance. Tu connais beaucoup d'associations aujourd'hui où tu en as identifié qui font sensiblement le même travail que les papillons sur le terrain? Alors, qui font le même travail, qui ont le même outil, il y en a aucune, puisque vraiment la boîte aux lettres papillon, c'est le seul outil. Et d'ailleurs, qu'on est en train d'exporter, puisqu'on va mettre des boîtes aux lettres papillons en expérimentation en Allemagne, dans la ville de Munich, et on est aussi contacté pour faire la même chose en Belgique. C'est le seul outil de libération de la parole qui est à proximité des enfants, et qui respecte le temps des enfants. Après, des associations qui font des sensibilisations, de la prévention, oui, il y en a. Il y a l'Enfant Bleu, il y a la Voix de l'Enfant, il y a les Colosses au pied d'argile. Oui, il y a des associations, mais je dirais que, et c'est formidable ce qu'elles font, mais quand elles viennent à la rencontre des enfants, même si ça éveille des choses chez l'enfant, c'est peut-être pas forcément toujours le moment pour l'enfant de parler au moment où il reçoit cette sensibilisation et cette information. Et malheureusement, après, ces associations s'en vont pour aller dans d'autres lieux. La force de notre dispositif, c'est que donc c'est des dispositifs complémentaires aujourd'hui. Tout à fait, puisque nous, c'est très bien qu'il y ait des sensibilisations qui soient faites par d'autres associations. Nous, justement, nos boîtes aux lettres papillons, elles sont là pour accueillir la parole de l'enfant quand ça sera le moment pour lui de libérer sa parole. C'est quand même une très belle intuition que tu as eue là avec cette idée des boîtes aux lettres, et je trouve en plus le principe paraît d'une apparente simplicité, et on se dit que en fait ça devrait être obligatoire dans chaque lieu scolaire ou centre sportif d'installer des boîtes aux lettres. Quand on voit le sujet aujourd'hui et son ampleur. Bien sûr, mais je dirais que parfois justement les idées les plus simples on n'y pense pas. Et puis je dirais que pour savoir que l'écrit pour une victime, et quel que soit finalement ce dont on est victime, est important, il faut soi-même avoir été victime. Moi, quand j'étais victime de l'âge de 6 ans à l'âge de 9 ans, je ne parlais pas, je ne disais pas ce que mon frère me faisait. En revanche, très vite, je l'ai écrit dans une sorte de journal intime, parce que j'avais besoin de le sortir de moi, etc. Hier, il y a eu un documentaire très intéressant sur M6 où on a suivi un petit peu la vie de collégiennes et de collégiens dans un collège, et c'était intéressant. Et il y avait justement une jeune fille qui était en 3e et qui était face à son professeur principal. Il y avait sa mère à ses côtés. Et voilà, cette fille, elle était un peu perdue. Et le prof était là à lui dire, tu peux me parler, tu peux dire qu'est-ce qui va pas. Et elle a gardé le silence très longtemps. Et tout d'un coup, cette fille, elle a ouvert son cartable, elle a sorti son carnet de son cahier de texte et elle a écrit sur son cahier de texte. Elle a écrit qu'en ce moment, elle se sentait vide, qu'elle était complètement perdue, etc. Donc, la force de l'écrit, on n'y croit pas trop et on n'y croyait pas trop. Moi, j'y croyais, mais les interlocuteurs qu'on avait nous disaient, les enfants, ils vous écriront pas, c'est le moment des portables, etc. Sauf qu'on se rend pas compte que sur les portables, les ados, qu'est-ce qu'ils font? Ils écrivent. Ils passent leur temps à écrire. Et le problème, c'est que les enfants, dès le plus jeune âge, ils n'ont pas ces portables pour pouvoir appeler 119, etc. Donc, pour moi, la libération de la parole par l'écrit, c'était vraiment le maillon manquant dans cette chaîne de libération de la parole. Et pouvoir le mettre au plus près des enfants, c'est-à-dire là où on est quasiment sûr de les trouver, c'est-à-dire dans les écoles, dans les clubs de sport, oui, c'était important puisque finalement, moi, quand j'étais victime, il y avait 2 endroits où j'espérais une main tendue sans oser la demander, c'était dans mon école et dans mon club de foot. C'est donc normal que 30 ans plus tard, quand on s'est penché sur ce projet-là, ce soit bien dans les écoles et dans les clubs de sport que j'ai voulu implanter ces boîtes aux lettres. Mais encore une fois, il fallait avoir été victime pour penser à tout ça. Et des fois, alors je sais que ça peut paraître un peu dur à entendre, mais des fois, on passe notre temps, quand on a été victime, à se dire pourquoi moi, pourquoi j'ai été victime, pourquoi mon frère m'a fait ça, pourquoi. Mais finalement, je me dis que peut-être que j'ai été victime pour ça, en fait. J'ai été victime parce que j'étais celui qui était à même de comprendre que l'écrit était important pour les victimes et que c'était par l'écrit qu'on pouvait libérer sa parole parce que symboliquement parlant, c'est aussi très fort écrire, c'est sortir quelque chose de soi. C'est comme si on l'enlevait de soi.
Et je me rappelle vraiment d'un mot d'une enfant qui, je l'espère, fera peut-être l'objet de ce téléfilm. Elle nous a écrit quoi? Elle nous a donné un prénom et elle nous a écrit donc cette personne, donc ce prénom, met sa partie du bas à lui dans ma partie du bas à moi. Et vous imaginez tout ce que ça a fait ressortir pour cette petite fille de 9 ans d'écrire ces quelques lignes-là. Ben voilà, c'est ça en fait. C'est la force de l'écrit qui va au-delà de simplement écrire. C'est sortir quelque chose de soi. C'est plus fort encore qu'une parole. Tes mots sont impressionnants de résilience, cher Laurent. Merci pour ton courage et ta simplicité, ta sincérité de nous partager tout ça. C'est fort, ça remue, franchement. Tu parlais du téléfilm, je sais qu'on l'évoquait juste avant de démarrer cet épisode-là. Tu veux nous en dire 2 mots de cette opportunité qui t'ouvre grand les bras? Je croise les doigts, j'en saurai un peu plus dans quelques jours. Oui, il y a certaines histoires qui ont été mises en avant dans les médias, certaines histoires de libération de la parole très fortes qui, grâce à nos boîtes aux lettres papillons, qui ont été mises en avant dans les médias. Et cette histoire de cette petite dans l'Ain qui, effectivement, a vu cette boîte aux lettres papillon installée dans son école un vendredi matin et n'a même pas attendu qu'on lui explique à quoi elle servait, parce que l'affiche, finalement, lui a permis, l'affiche au milieu de laquelle est posée la boîte aux lettres lui a permis de comprendre. Et dès le midi, cette petite, elle a mis, un vendredi midi, elle a mis son mot dans la boîte aux lettres, le mot cette phrase incroyable que je viens de vous dire. Forcément, nous, ce mot, il est arrivé à l'association envoyé par mail dès le vendredi à 14h. On a tout de suite saisi le procureur de la République. On a fait un signalement. On était le vendredi. Le lundi, le service de gendarmerie a été saisi. Le mardi, cette petite a été auditionnée avec ses parents. Elle a d'ailleurs permis à 2 de ses cousines, elles aussi, d'être libérées de ce qu'elles subissaient de la part de leur grand-père, puisque finalement, dès le mercredi, le grand-père paternel, qui était l'auteur de viols et d'agressions sexuelles sur cette petite fille, a été arrêté. C'était il y a 1 an et demi et il est toujours aujourd'hui en détention provisoire. Et l'affaire a été renvoyée en cour d'assises départementale et on est en attente de savoir à quelle date ça sera. Et donc, c'est vrai que parmi les affaires dont on a beaucoup parlé, il y a cette affaire-là. Et on a une productrice qui nous a contactés, qui travaille pour les grandes chaînes de télé, tout ça, et qui souhaitait qu'on puisse écrire quelque chose, un scénario tiré de cette affaire-là, de ce dossier-là, pour mettre en avant un peu le rôle des boîtes aux lettres papillons et cette histoire incroyable. Le problème, c'est que cette productrice, elle a toute une équipe de scénaristes avec elle. La personne qu'elle imaginait pouvoir écrire ce scénario est partie sur un autre projet sur TF1, veut réaliser ce téléfilm, mais est partie sur un autre projet sur TF1. Et puis finalement, les autres scénaristes qu'elle a rencontrés, ils se sont pas sentis parce que le dossier est lourd, parce que ça les ramène à quelque chose qui se passe autour d'eux, dont ils viennent d'entendre parler, c'est compliqué. Et finalement, Dorothée, la productrice, me dit, finalement, Laurent, pourquoi ce serait pas vous qui écririez ce scénario? Et donc, j'ai rendez-vous dans quelques jours avec elle pour lui dire, après quelques jours de réflexion, comment moi, j'imaginerais ce téléfilm si je devais l'écrire. Voilà ce que j'écrirais. La volonté de bien focaliser le téléfilm sur cette petite, sur qui elle était un jour ou 2 avant qu'elle croise le chemin de cette boîte aux lettres. Comment, quand on est enfant, finalement, on fait comme si, on fait semblant, on met des masques, et puisque ses parents n'ont rien vu, n'ont jamais rien vu de ce que son grand-père lui faisait. Et puis, ce déclic qu'a été pour elle cette boîte aux lettres papillon, et cette incroyable force qu'elle a endossée pour porter sa famille, porter ses cousines, pour finalement que tout le monde puisse libérer sa parole. Donc, j'ai vraiment envie de focaliser le téléfilm sur elle. Et puis, imaginez un titre qui serait quelque chose comme l'effet papillon, puisque finalement, oui, il y a eu un effet papillon, puisque elle a été victime, mais que sa libération de parole a permis la libération de parole de ses cousines. Donc voilà, je croise les doigts. J'espère vraiment que la productrice sera OK pour cette vision que j'ai, moi, de ce que pourrait être cette histoire, et qu'on puisse partir sur l'écriture d'un téléfilm qui pourrait être diffusé sur une grande chaîne nationale dans quelques mois ensuite. Ouais, je te le souhaite, ce serait un beau moyen aussi effectivement, de ce qu'on se disait au début de cet épisode, mais de pousser aussi les adultes à changer de regard sur les enfants et à les croire. Parce que c'est vrai que ces mots, tu les avais cités sur la scène de l'Olympia lors de la nuit du bien commun. Et moi, ils résonnent toujours. Je sais qu'aujourd'hui, tu vois, quand je veux avoir cette écoute vis-à-vis de mes enfants, vis-à-vis des enfants que je croise, de pouvoir se dire j'aurais été un adulte attentif au soir de ma vie, et qu'est-ce que ça doit être dévastateur en tant que parent quand tu te rends compte que t'as pas cru ton enfant, ou que t'as pas vu ces signaux qui étaient là, cachés au fond, quoi.
Oui, j'ai échangé régulièrement. Enfin, je me rappelle du premier coup de fil de son père, donc le père de cette petite, qui était donc le fils de l'auteur. Quand il m'a appelé, je me suis dit bon, voilà, il va me dire de quoi je me mêle, qu'est-ce que c'est cette boîte aux lettres qui est venue foutre le white dans sa famille, etc. Non, pas du tout. J'ai eu un homme reconnaissant, remerciant, me disant mais vos boîtes aux lettres ont sauvé nos enfants. Parce que sans ces boîtes aux lettres, comment ça se serait fini, quand ça se serait fini, et vraiment un père qui aujourd'hui encore, 1 an et demi après la révélation de tout ça, a beaucoup de mal avec lui-même, en fait, de pas avoir pu protéger sa fille de son père, de pas avoir vu, de pas avoir compris ces signaux qu'elle a forcément envoyés. Voilà, c'est vrai que c'est compliqué. On essaye, nous aussi, avec les psychologues, d'accompagner ces parents-là parce qu'il y a une vraie rupture dans son dans ce qu'on considère être comme un rôle de parent et de se dire que ben voilà, alors qu'un parent c'est là pour protéger ses enfants, ben on a failli dans ce rôle-là. Et c'est vrai que pour les parents c'est des situations très 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 compliquées et c'est pour ça que je voudrais vraiment rendre hommage à travers ce téléfilm s'il se fait à la fois à cet enfant et à la fois à ses parents parce que ces parents, ils se sont pas posé de questions quand ils ont été convoqués à la gendarmerie, parce qu'ils sont allés à la gendarmerie sans savoir pourquoi ils allaient à la gendarmerie. Ils se sont pas posé de questions, ils ont cru leur fille tout de suite. Et ça aussi, c'est rare et c'est à mettre en avant parce que la plupart du temps, 70% des cas, c'est pas ce qui se passe. Mais 70% des cas, même quand ça passe par l'écrit? Même quand on passe par l'écrit, les parents, leur première réaction, c'est pas du tout de croire leurs enfants. La force de l'écrit, c'est pour après. Par exemple, là, moi, j'ai vu passer l'arrêt de renvoi en cour d'assises départementale. Le grand-père a reconnu les agressions sexuelles, mais il a nié les viols. Pour autant, la juge, quand elle renvoie aux assises, elle s'appuie sur le mot papillon de Lily, puisque c'est son prénom, en disant que aucun adulte n'est venu travestir la parole de cet enfant dans ce petit mot. Aucun adulte ne lui a dicté quoi que ce soit, parce que de toute façon, si un adulte lui avait dicté, ça donnerait pas cette phrase. C'est une phrase d'enfant. Aucun adulte n'est intervenu pour lui dire ce qu'elle devait écrire ou pas. Et donc, je dirais que c'est le cœur du renvoi en cour d'assises, c'est le mot papillon qu'a écrit cette petite. Donc, pour moi, c'est aussi une histoire symbolique. Je crois qu'à nouveau, dans quelques jours, il y en aura un article dans Le Parisien, une double page. C'est pour moi l'histoire symbolique, c'est emblématique de la force de la boîte aux lettres papillon et des mots qui sont déposés par les enfants. C'est fort ce que tu dis là. Je trouve ça effectivement dans la procédure aussi les écrits comptent. Tout à l'heure tu me disais qu'il y avait des mots un peu modèles pour aider les enfants. Du coup, ils vont retrouver quoi dans ces mots modèles qui puissent les aider à libérer leurs paroles? Alors, ces mots, ils les aident pas vraiment à libérer leurs paroles. Ils les aident dans ce qu'on leur dit, dans la sensibilisation. C'est-à-dire qu'on leur dit, c'est écrit sur l'affiche, c'est écrit dans les flyers, on leur dit que s'ils nous écrivent, c'est qu'ils ont besoin d'aide et que pour être aidés, on a besoin de savoir qui ils sont. Alors, à côté des boîtes aux lettres papillons, il y a un distributeur de mots papillons qui est là avec des mots pré-remplis. Mais pré-remplis dans le sens où on leur demande leur nom, leur prénom, leur classe, leur club de sport. Parce que parfois les boîtes aux lettres, régulièrement, elles sont dans des structures sportives. On leur demande s'ils écrivent pour eux ou pour un camarade. On leur demande s'ils connaissent leur agresseur. Et ensuite, ils peuvent nous écrire sur le recto et le verso exactement ce qu'ils veulent. Sachant que dans la sensibilisation, on leur dit qu'on s'en moque des fautes. On n'est pas là pour ça, qu'ils peuvent nous écrire sur ces papiers-là. Mais il y a aussi des enfants qui nous ont écrit sur des petits post-it. Il y en a d'autres qui nous ont écrit 4 pages. Notamment, c'est souvent le cas lorsque les enfants sont victimes de harcèlement scolaire à un stade un petit peu avancé. Les enfants, ils ont ce besoin de nous expliquer tout ce qu'ils subissent, tout ce qu'ils vivent. Donc vraiment, on leur dit que peu importe la forme, tout ce qui compte pour nous, c'est qu'ils nous écrivent quand quelque chose ne va pas. Mais voilà, en fait, c'est des mots pré-remplis qui leur rappellent que on a besoin de savoir qui ils sont si on veut les aider. Et c'est ce qui fait que finalement, on a très, 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 très peu de mots, un pourcentage de l'ordre de 1 à 2% de mots qui sont des mots anonymes. Et sur ces mots anonymes, on n'a qu'un seul mot qui était grave, mais en faisant circuler le mot, puisque c'était un mot qui était au Crêpes de Bordeaux, en faisant circuler ces mots auprès des enseignants, ils ont reconnu l'écriture et on a pu identifier la jeune fille. Oui, c'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fait, on pourrait se dire de prime abord qu'il y a un enjeu d'être anonyme, mais pas du tout. L'objectif quand même derrière, c'est de pouvoir aller les aider. Pour les aider, il faut les connaître, il faut savoir qui ils sont. Et effectivement, c'est beau de voir qu'aussi les jeunes, c'est une marque de confiance aussi, du coup, que tu arrives à créer quand tu leur présentes le dispositif.
C'est vrai que quand on a posé la première boîte aux lettres, hein, je me rappelle, la date elle est pas anodine, c'est comme ça. La première boîte aux lettres elle a été posée le 6 mars 2020, quelques jours avant le premier confinement. Et on avait réfléchi à ce dispositif, mais on savait pas si les enfants allaient le comprendre, si les enfants allaient, comme tu viens de le dire, nous faire confiance, etc. Et là, on a posé la boîte aux lettres, c'était dans la banlieue de Toulon, c'était un vendredi. Et le mardi, on a eu les premiers mots, et parmi ces premiers mots, on a eu un dessin qui était lui aussi très explicite, un dessin qui a entraîné derrière une arrestation et une condamnation pour violence sexuelle en intrafamilial. Là, c'est pareil, c'était un dessin. L'enfant avait dessiné un adulte, il avait dessiné un enfant avec des corps bâtons, hein, parce qu'il était jeune, cet enfant. Et puis il avait fait une flèche qui allait de l'adulte aux parties génitales de l'enfant avec son prénom. Et il avait mis le prénom aussi de l'adulte. Donc là, tout de suite, je me suis rendu compte que les enfants avaient compris. Non seulement ils avaient compris, et même quand c'était quelqu'un de leur famille, finalement, ils n'hésitaient pas à nous écrire. Mais oui, ils nous font confiance parce qu'en fait, dans le diaporama vidéo, on essaye de leur expliquer qu'est-ce qu'une infraction, de quoi ils peuvent être victimes. Et puis, on leur dit justement que nous, on n'est pas l'école, on n'est pas là pour... nous, on est là juste pour que quand il y a une situation qui leur provoque un sentiment négatif, ils peuvent nous l'écrire. Il y a des enfants qui nous écrivent aussi parce qu'ils écoutent les violences conjugales de l'autre côté du mur et que ça leur fait peur. Ils entendent papa qui frappe maman et ils se demandent ce qui va arriver. Est-ce qu'il va la tuer? Est-ce qu'on va me tuer à moi? Et ça, c'est des choses qui leur font peur. Mais en tant que tel, on n'aurait pas forcément tendance à imaginer que c'est une violence pour l'enfant. Mais ça l'est. Et du coup, dès qu'ils ressentent quelque chose de négatif, ils peuvent nous écrire. Et puis surtout, quand ils nous écrivent des choses graves, la plupart du temps, on leur fait passer un mot papillon pour les féliciter de leur courage et leur dire que, non pas leur dire que tout va bien se passer parce qu'on essaye de pas mentir aux enfants, mais leur dire qu'on a bien reçu leurs mots et qu'on va essayer de les aider et qu'il y a des gens qui vont essayer de les aider. Donc, finalement, c'est dans chaque école où est posée notre boîte aux lettres papillon, c'est par les premiers mots qui sont posés qu'on montre aux enfants qu'ils peuvent nous faire confiance puisque derrière, il y a une réponse. C'est fort ce que tu dis là, effectivement, de se dire à la fois d'aller récompenser le courage des enfants. Et en même temps, j'avais peut-être une question, Laurent, derrière ça qui arrive. Des enfants qui se servent des boîtes aux lettres aujourd'hui, j'allais dire, pour libérer une forme de parole de ce qu'ils peuvent voir ou entendre sans qu'il y ait une gravité des faits derrière, mais peut-être juste l'émotion d'un enfant qui trouve là un moyen d'expression. Tu trouves un peu ça dans les boîtes aux lettres, où les enfants comprennent que les boîtes aux lettres, il y a quand même un enjeu d'une certaine forme de gravité. Alors non, on veut pas justement leur parler de gravité parce que finalement, on ne sait pas quel est le curseur de la gravité pour un enfant. Quelque chose qui va être grave pour nous va peut-être pas être grave pour lui. Quelque chose qui va être grave pour lui ne va pas forcément l'être pour nous, mais va entraîner derrière pour lui des nuits où il va mal dormir, il va moins se manger parce qu'il a peur, parce qu'il n'a pas la réponse. Donc nous, c'est pour ça qu'on leur dit vraiment que à partir du moment où ils ressentent une émotion négative face à une situation, ils peuvent nous écrire. Et du coup, forcément, les enfants nous écrivent et pour des choses qui peuvent parfois nous prêter à sourire. Je me rappelle, il y avait dans une école une enfant qui tout d'un coup avait ses notes qui chutaient et les adultes essayaient de savoir pourquoi elle avait ses notes qui chutaient, pourquoi cet enfant allait moins bien, mais elle disait rien. Il a suffi qu'on pose une boîte aux lettres pour que immédiatement ou un jour ou deux après, elle a écrit. Et en fait, c'était pas grave. Elle a écrit parce que sa grande sœur était partie à l'université et elle se sentait complètement abandonnée parce que sa grande sœur, pour elle, c'était son modèle et elle se sentait seule et isolée. Et elle avait peur, en fait, finalement, que sa grande sœur, l'oublie, qu'elle soit plus sa grande sœur, en fait. Et en fait, elle avait juste besoin d'être rassurée. Donc, ça a permis, la directrice de l'école, ça lui a permis de convoquer la maman pour lui expliquer ce que traversait actuellement sa fille. Et du coup, mais voilà, pour un adulte, ça, c'était pas grave. Mais pour cet enfant, c'était un mur voilà. Elle savait pas de quoi demain serait fait. Et pour un enfant qui a besoin d'habitude, il y a rien de pire que avoir un changement à ce point-là dans ses habitudes et de pas savoir de quoi demain sera fait. Mais par contre, on leur rappelle pour bien leur montrer que la boîte aux lettres papillon, c'est pas un jeu. Justement, on leur dit que la boîte aux lettres papillon, c'est pas un jeu et que il y aura forcément une réponse à la hauteur de ce qu'ils vont nous écrire. C'est pour ça qu'on leur demande de pas nous écrire n'importe quoi dans la boîte aux lettres papillon qui ne serait pas vrai. Et du coup, nous, dans toutes les informations préoccupantes ou les signalements qu'on fait, on n'a jamais eu de retour pour nous dire non, ça c'était du flan. Non. Derrière, il y a toujours eu des enquêtes, des accords.
les enfants comprennent. Mon mot de gravité était pas le bon, mais les enfants comprennent, je dirais, le niveau d'importance de ce qu'ils peuvent vous livrer. Et c'est pas un jeu. Non, voilà, ils comprennent ça et dans les mots qu'on reçoit tous les jours, il y a jamais de mots où on se dit oh ah non n'importe quoi, c'est bon quoi. Non, il y a pas de ces mots que moi j'appelle vulgairement des mots pipi caca. On n'en a pas. On a vraiment les enfants parce qu'en fait il se passe un truc un petit peu magique. Ça fait toujours sourire quand je le dis, mais je passe mon temps à le dire. C'est que finalement les enfants, quand on leur explique les choses, eh ben ils comprennent. Et ça c'est relativement incroyable. Les adultes, ils ont un petit peu tendance à l'oublier. Un enfant, il est pas plus bête qu'un autre. Quand on lui explique les choses, il comprend. Et notre dispositif des boîtes aux lettres papillons, parce que souvent l'éducation nationale a peur que ils se servent des boîtes aux lettres pour dire n'importe quoi sur un enseignant, justement parce qu'un enseignant leur aurait mis une mauvaise note, etc. Tout ça, ça n'arrive jamais. On a quasiment aucun mot qui dénonce des enseignants ou quoi que ce soit. Non, les enfants nous racontent ce qu'ils vivent dans l'école, mais avec les autres enfants, ils nous racontent ce qu'ils vivent dans leur maison, les punitions trop violentes qu'ils subissent, ils nous racontent tout ça. Ils nous parlent pas de leur professeur. La seule fois où ils nous ont parlé d'une enseignante, elle a été mise à la retraite d'office parce qu'effectivement, elle avait des méthodes qui étaient trop dures. Donc, véritablement, c'est ce que je dis souvent, c'est que les enfants, si on leur dit les choses avec leurs mots, qui sont en capacité de comprendre, bien sûr, mais si on leur dit les choses, ils comprennent et ils font. Et la boîte aux lettres papillon. Oui, quand on la pose, on a tout de suite 10, 15, 20, 30 mots, le même la première journée. Et puis après, ça devient un objet qui fait partie de leur quotidien et dans lequel ils décrivent quand ils ressentiront quelque chose. Mais voilà, fort heureusement, on n'a pas des mots tous les jours dans chaque boîte aux lettres. On reçoit, nous, des mots tous les jours à l'association parce qu'on a beaucoup de boîtes aux lettres. Mais dans une boîte aux lettres, dans une école, il y aura pas des mots tous les jours. Il y en aura les premiers jours. Et puis après, il y en aura de façon épisodique quand un enfant va traverser quelque chose de compliqué. Merci Laurent d'avoir pris le temps de nous raconter tout ça. Je suis impressionné par le travail que vous faites depuis 5 ans et le bien aussi que ça permet de produire pour les enfants qui, si tu me permets l'analogie, sont aussi une forme de bien commun de notre société de demain. Ils sont l'avenir et c'est chouette de s'intéresser à la planète qu'on leur laisse, mais c'est peut-être encore plus important de s'intéresser à dans quel état on leur permet de grandir et tu permets ça avec l'association Les Papillons, avec toute ton équipe et franchement bravo à chacun d'entre vous, bravo aussi aux psychologues qui font un travail que je trouve remarquable face à la et qui voient souvent des mots l'aventure. Ouais, qui voit souvent des mots très difficiles et puis après cette frustration parce que c'est vrai que d'habitude les psychologues ça accompagne etc. Jusqu'au bout nous elles acceptent le principe d'avoir cette révélation de faire des choses pour aider l'enfant mais finalement de pas avoir l'enfant après en suivi. Elles adorent ce qu'elles font mais c'est vrai qu'il peut y avoir parfois cette petite frustration de ne pas accompagner les enfants dans ce qu'ils ont révélé et de passer la main à d'autres. Mais oui, toute l'équipe fait un super travail, c'est évident. Ouais, d'aller, j'allais dire, jusqu'au bout de l'aide, quoi. Oui, tout à fait. C'est contradictoire par rapport à ce que fait un psychologue, mais nous, on a vraiment besoin d'avoir ces psychologues au sein de l'association, puisque on a besoin de leur compréhension, on a leur besoin là, on est en train de travailler un très lourd projet, mais capital aussi, on est en train de travailler sur comment faire pour faire quelque chose au niveau des maternelles, puisque c'est une très forte demande qu'on a. Et c'est effectivement quelque chose qui pour moi n'était pas satisfaisant de laisser les maternelles sur le carreau. Donc elles sont en train de réfléchir à créer quelque chose pour les maternelles. Enfin voilà, on réfléchit, on essaye toujours de créer des choses pour aller au plus près des enfants. Bravo pour cette créativité au service des petits bouts de la vie qu'on croise dans notre quotidien et qui nous font craquer pour plein de choses. Tu vois, quand tu dis ça, j'ai l'image de mes 2 petits loups alors en maternelle qui toquait à la porte au début de cet épisode. Merci en tout cas Laurent pour cette énergie et ta résilience à te battre. Je suis toujours impressionné, c'est très vrai chez toi, mais comme aussi beaucoup de personnes que j'ai eu la chance d'avoir dans ce podcast, de dépasser un drame personnel comme ça et d'en faire une bataille pour les autres. Bravo pour cet engagement, vrai. Oui, c'est histoire de donner un sens à l'insensé. C'est toujours ça le but, c'est ce qui nous fait tenir debout, c'est donner un sens à l'insensé, sinon on s'arrête là quoi. Je te la piquerai cette phrase Laurent. J'aime beaucoup donner un sens à l'insensé.
Écoute, sur ces bons mots, j'ai presque envie de laisser nos auditeurs, chers amis, merci de nous avoir écoutés jusqu'au bout de cet épisode de cette fabuleuse aventure de Laurent. On suivra très près le téléfilm. Tu nous diras comment ça avance. On vous tiendra au courant, chers Bien amis, sûr. parce que ce sera une belle histoire à visionner aussi, pour permettre à l'association de rayonner et puis surtout à tous ces enfants, petits-enfants et parfois plus grands, de libérer leurs paroles. Merci Laurent pour ton temps. Merci Thomas. Et puis chers amis, on se retrouve très rapidement pour un prochain épisode. Merci d'avoir suivi cet échange, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à notre podcast et à lui mettre une note de 5 étoiles sur les différentes plateformes d'écoute. Ça nous aidera à le faire connaître. Retrouvons-nous dans 15 jours pour un nouvel épisode de Génération Bien Commun, où nous continuerons à vous partager les témoignages de ceux qui s'engagent au service du bien commun.